Fred Savard avec vous pour un 23e épisode de la balado. Un épisode qui va être un peu plus court. On l'a enregistré cette semaine avec, entre autres, Gabriel Brassard-Lecourt qui est venu nous parler de cette enquête pivot sur la façon dont on a parlé de la guerre en Palestine depuis le 7 octobre 2023. J'en avais peut-être glissé un mot ici, je me rappelle pas, mais bon, ça fait pas très longtemps, puis c'est vraiment une enquête intéressante. Il y a deux parties, vous allez voir, on en parle, on décortique tout ça avec Gabriel Brassard-Lecourt de Pivot. Et Philippe de Grosbois nous partage ses réflexions sur le concept des deepfakes. Et ça, c'est très cool parce que ça fait longtemps qu'on veut le faire. On devait le faire avec Louis-Philippe Lampron. Vous allez voir, on l'explique. Là, on s'est mélangé de date. Puis Louis-Philippe, qui parle de Québec, n'a pas pu être là. Mais Philippe de Grosbois, encore une fois, avec sa lecture de sociologue des médias, là, je pense qu'on peut le dire comme ça, nous aide énormément à réfléchir sur les deepfakes, sur la peur médiatique qui entoure ça, puis jusqu'à quel point c'est efficace ou non. Et qu'est-ce qui fait que ça fonctionne, la manipulation? Puis c'est peut-être pas de la façon qu'on le pense. Alors, vous allez voir, c'est vraiment une réflexion intéressante. Puis à la toute fin, je vais encore faire un petit édito. Là. Je sais que vous semblez aimer ça de plus en plus. J'avoue que des fois, je passais mon tour. J'avais l'impression qu'il y a tellement de commentariats dans les médias, mais peut-être que de la façon que je le fais ici de temps en temps, ça apporte peut-être quelque chose. En tout cas, je sais que j'ai reçu plusieurs commentaires à cet effet. Donc, et je vais vous lire un commentaire d'un auditeur. Vraiment intéressant sur la façon que les médias parlent de cette guerre commerciale. Puis j'ai des petits extraits aussi un peu rigolos que j'ai gardés. Je les ai pas mis pendant la chronique de Philippe, j'aurais pu, mais j'ai envie de vous les partager parce qu'il faut rire un peu, même si torieux que c'est lourd. Mais vous allez voir, je parle souvent de la communauté de la balado. Souvent, c'est des commentaires que je vous lis pas toujours parce qu'ils sont adressés à moi, puis je veux pas... des fois, je trouve ça un peu têteux de faire ça, là. Lire des commentaires de gens qui aiment donc la balado. Ou des fois, c'est des questions, des fois, c'est des suggestions d'invités ou de lecture. Mais là, j'ai un auditeur qui m'a écrit sur cette guerre commerciale et comment on en parle. Puis c'est vraiment intéressant. En tout cas, ça a mis des mots sur ma propre interrogation que j'avais pas bien articulée. Alors voilà, avant d'aller à l'épisode, je vous signale qu'un nouvel épisode a été publié sur mon autre projet balado qui s'appelle On a fait nos recherches. Je suis vraiment content de ce projet-là qui existe parce que ça a été difficile cet automne de le mettre sur pied. On avait plein de petits bugs avec, entre autres, le site web, avec, bon, la mise sur pied de tout ça. Et là, ça existe. Il va y avoir d'autres épisodes qui s'en viennent. Et là, j'ai enregistré et mis en ligne un épisode sur la physique quantique. Chose que j'en parle jamais parce que c'est tellement un sujet qui est obscur pour moi. Voilà, je l'ai fait avec la chaire CERC, chaire d'excellence en recherche du Canada sur les interactions lumière-matière dans les matériaux photoniques. Vous allez voir, c'est niché, mais en même temps, ça ne l'est pas. Parce qu'il y a toute une réflexion philosophique aussi. C'est ça, c'est ce qui m'intéressait beaucoup dans cet épisode-là. On va aller tout de suite écouter un extrait, ça va vous donner le ton. Alors, vous allez sur le onafaitnosrecherches.com ou sur vos applications balado. La balado, elle est là, elle est gratuite. Vous pouvez abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que moi, ça va m'aider aussi à aller chercher d'autres partenariats avec des chaires de recherche, parce que c'est une façon aussi de financer et cette balado-là et celle que vous écoutez présentement. Alors voilà, c'est un grand... je suis en train de déployer un empire médiatique de gauche. Alors voilà. Et aussi qui met de l'avant la recherche. Puis je trouve ça tellement important avec ce qui se passe aux États-Unis. Il va y avoir un exode des scientifiques probablement parce que le fascisme, l'extrême droite, vous le savez, n'aime pas beaucoup les intellectuels, n'aime pas beaucoup le savoir. Puis là, aux États-Unis, ils commencent à avoir des facultés qui se voient couper leur financement, tout ça. Alors, j'espère qu'ici, on va allumer, là, allô la CAQ, allô le PQ, avec tout votre discours un peu merdique sur l'immigration. Puis j'en avais parlé avec Gérard Bouchard, rappelez-vous, ce grand projet que l'immigration pourrait être notre grand projet collectif si on le fait comme du monde, évidemment. Là. Et bien là, il y aurait peut-être
on pourrait peut-être imiter ce que les États-Unis ont fait à l'époque où c'était encore peut-être une grande nation en devenir au début du 20e siècle, d'accueillir tous ces cerveaux prêts à mettre la main à la pâte. Alors c'est doublement important, je pense, de supporter un projet comme on a fait nos recherches, ne serait-ce que juste s'abonner puis écouter les épisodes. Les épisodes sont pas très longs, puis il va y en avoir d'autres qui s'en viennent avec le CHU à Sherbrooke, entre autres, avec l'UQTR sur l'obésité. Vraiment, je suis très emballé. Alors, je vous en parle. On écoute tout de suite un extrait, puis après ça, on s'en va à l'épisode d'aujourd'hui avec Gabriel Brassard-Lecourt et Philippe de Grosbois. Puis on se retrouve à la toute fin. Quand on parle justement d'interaction à plusieurs corps, comme Carlos disait, il y a dans un matériel, un métal, les électrons, ils se propagent indépendamment les uns des autres. C'est presque comme s'ils se voyaient pas. Fait que tu peux imaginer ça comme des boules de bowling qui se promènent sur une allée de quilles. Fait que là, juste des boules. En permanence. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme si la quille était. Il y avait une pente dans l'allée de bowling. Avec les boules, ils font juste tomber. Fait que ça, c'est ce qui arrive quand tu mets un voltage sur les fils électriques puis tu vas allumer une ampoule. Il y a des matériaux, on va les appeler des supraconducteurs. En fait, ce qui se passe, ça ressemble plus à des boules de bowling sur un matelas. Fait que des boules de bowling, si tu les envoies les unes sur les autres, ils font poc. Ils se repoussent, là. Ils collent pas ensemble. Mais si tu mets les boules de bowling sur un matelas, ben là, ils collent. Right. À cause que le matelas les fait coller ensemble. Mais d'habitude, pas supposé coller ensemble. Quand ça colle, ces boules-là, ça nous permet de faire de nouveaux abats. Oh, ouais. Peut-être. C'est ça qui est intéressant d'explorer. Absolument, parce que là, quand il colle, tu peux te mettre à faire... Là, c'est de la colle quantique. Fait que ça se met... Fait que l'espèce de... Tu sais, comme un liquide, c'est des molécules qui sont tenues ensemble par de la colle. Comme de l'eau, ça tient ensemble. Liquide, ça tient ensemble parce qu'il y a des interactions électrostatiques entre les molécules dipolaires de l'eau. Fait que là, ça fait un truc qui tient ensemble. Au niveau quantique, tu peux aussi avoir des fluides comme ça qui ont des propriétés exotiques, notamment, c'est comme si l'eau pouvait... L'équivalent pour de l'eau, ça serait qu'elle serait super fluide, c'est-à-dire qu'elle peut contourner des obstacles sans friction. Fait que tu peux faire passer le débit d'eau. Si l'eau était un fluide quantique, tu pourrais faire passer le débit que tu veux dans ton tuyau, aucune friction. Fait que tu peux faire passer dans un tube gros comme ça, un câble gros comme ça, toute l'énergie. Les gens à la maison, évidemment, c'est en état audio. Là. Gros comme ça, là, c'est les deux mains qui font un cercle. À peu près, c'est ça. Un bon tuyau quand même. 10 cm, là, un pouce de 3 pouces de PVC. Là, toute l'électricité de Montréal passe là-dedans. Ah ouais. C'est comme... Ça fait que ça, c'est des supraconducteurs, mais c'est des matériaux qui, ceux qui sont utiles pour vrai, on sait pas exactement c'est quoi la colle. Philippe de Grosbois. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien tranquille? Mais non, ça va. Je me concentre. Vous êtes dans votre tête. Ben oui. Gabriel Brassard-Lecourt. Bonjour. De Pivot. Allô. On poursuit notre grande tournée des librairies. Là, on est à la librairie Un livre à soi sur la rue Laurier. Venez nous voir. Non, c'est pas vrai, on n'est pas en direct. Vous pourriez, cela dit. Parce que là, il va y avoir des gens tantôt. On va entendre des choses, sûrement, la caisse, des gens parler, mais c'est ça le but. On était chez Raffin avec René Daniel Dubois la semaine dernière et c'était bien le fun. Et je suspecte que les gens viennent bouquiner à côté des micros, font semblant de rien. Mais je trouvais qu'il restait longtemps devant la pile des polars. Mais c'est parfait. Oui, c'est parfait. Il y a des livres pour enfants derrière nous aussi. Là. Élise Gravel. Élise Gravel, qu'on salue d'ailleurs. On va commencer avec vous, Gabriel Brassard-Lecourt. Vous savez, on a une espèce de partenariat avec la balado. Moi, je veux qu'on parle de ce qui se passe chez Pivot. Et là, vous avez commis 2 textes, un grand dossier. Oh wow, oui. Vous vous rappelez, Philippe, on s'en était parlé par courriel qu'on aurait aimé ça faire ça. La recension de ce qui s'écrit et se dit sur le conflit après une de vos chroniques. Puis on s'est dit qu'on n'avait pas les ressources. Mon souhait a été entendu par Sam Harper. Voilà. Exactement, qui est notre journaliste d'enquête. La grosse machine Pivot. Mais oui, c'est ça, la très grosse machine avec beaucoup de ressources. Bon. Non, mais Sam Harper est dédié aux enquêtes, donc il peut se permettre de prendre... Puis il a quand même travaillé là-dessus plusieurs mois, là, parce que c'est long, Qu'est-ce que ça implique? Parce que pour les gens qui ne l'ont pas vu, vous avez recensé tout ce qui s'est écrit. Dit aussi radio-télé? Non, juste écrit. Juste écrit. Oui. Bon. Sur la Palestine, sur le conflit au Moyen-Orient. Depuis le 7 octobre 2023. Du 7 octobre 2023 au 7 octobre 2024. Donc, un an. Ouais. Et on a choisi Radio-Canada, le Journal de Montréal, La Presse. Donc Radio-Can aussi. Les médias francophones. Oui, exact. Parce que The Breach avait fait ça. Oui, exact. Avec la CBC, je pense.
Oui, on a fait CTV aussi, puis dans différents... tu sais, il y a eu des enquêtes aussi sur CNN, Fox, tout ça. Fait que moi, j'étais comme, si on pouvait avoir ça au Québec. Voilà. Ouais. C'est ça. Et là, c'est en 2 parties. La première partie, c'est vraiment les chiffres, la méthodologie, tout Qu'est-ce qu'on ça. peut dire? Ben, en fait, c'est qu'on s'est attardé, évidemment, à tous les articles qui parlaient du conflit, puis après ça, comment ils en parlaient. Parce que c'était ça un peu qu'on voulait voir. On voulait voir s'il y avait un déséquilibre entre comment les victimes palestiniennes versus les victimes israéliennes étaient dépeintes, et il n'y a effectivement pas du tout la même façon d'en parler. Ah non. Donc, par exemple, quand on parle des victimes palestiniennes, on va dire elles ont péri sous les frappes israéliennes. Quand on parle des victimes israéliennes, on va dire elles ont été massacrées par le Hamas. Donc, tout de suite. Alors que aussi les chiffres, il y a beaucoup, beaucoup plus de morts palestiniens qu'israéliens, mais on y accorde presque la même... Oui, il y a une équivalence, alors que on parle d'une 50 000? Exact. Entre 45 000 et 50 000, puis là, on met ça sous réserve parce que c'est difficile d'avoir une recension précise, mais on sait que c'est des dizaines de milliers. C'est ça. Et on n'est même pas, je pense, à 2000 du côté israélien. Fait qu'il y a quand même un déséquilibre, mais c'est vrai que quand on regarde la couverture, puis je sais que Philippe, vous en aviez parlé, entre autres, avec les bulletins de nouvelles, avec Céline Galipo, entre autres, au début, qui donnait la parole à des responsables de l'armée israélienne, et on sentait déjà qu'il y avait un certain déséquilibre, et là, avec votre grand dossier à pivot, il est chiffré, en fait, il est démontré. Il est chiffré, puis effectivement, il y a des facteurs qui expliquent ça. Par exemple, c'est vrai que les journalistes, mettons, qui voulaient aller sur le terrain, avaient beaucoup plus accès à aller en Israël qu'à Gaza, parce que, bon, c'était fermé, on ne pouvait pas y aller et tout. Mais ce qu'on dépeint aussi dans l'article, c'est que quand même, il y a des gens qui sont... Tu sais, les journalistes auraient pu travailler avec des sources locales, tu sais, pour en parler plus et tout ça. Donc, il y a des journalistes palestiniens ou palestiniennes qui sont à Gaza. Exactement, c'est ça. Donc, le contact peut se faire. Ben oui, exact. Absolument. Est-ce qu'on peut dire que le côté, entre guillemets, civilisationnel, j'aime pas ce terme, mais le fait que, la communauté israélienne, elle est plus importante ici que palestinienne, donc il y a des espèces de... Il y a des accointances naturelles qui font que quand on cherche quelqu'un pour nous aider sur place, ça va être sûrement peut-être plus... quelqu'un qui va être... Oui, voilà. Je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a un certain, je sais pas si le terme est un certain lobby, je dirais, qui est un petit peu plus... Faire attention, mais... on sait qu'il y a des pressions, on sait qu'il y a une job de propagande des deux côtés, cela dit, mais je pense que les moyens sont pas tout à fait équivalents. Non, c'est ça. Il y a quand même un média qui n'est dédié qu'à la propagande israélienne, qui s'appelle Honest Reporting, dont la Converse a fait une grosse enquête sur eux. Nous, on les a découverts aussi un peu quand le conflit est arrivé. Donc, puis eux ont quand même un gros lectorat aussi. Là, donc, Puis là, la deuxième partie de votre grand dossier, elle est fascinante parce que, dans un premier temps, on regarde comment les termes sont choisis, comment on parle des victimes, comment on parle des otages versus les prisonniers. Et là, en deuxième partie, vous avez parlé à des journalistes, à des recherchistes. Et là, c'est fou. Oui, puis notre journaliste Ouna, avec Léa aussi, notre autre journaliste, tu sais, ça faisait des mois, puis moi, il me demandait tout le temps, as-tu des journalistes qui voudraient parler, tout ça? Je dis, écoute, tu peux contacter un tel, puis tu sais, ils ont parlé à beaucoup, beaucoup de monde qui sont très peu dans l'article parce que les journalistes n'étaient pas, voulaient pas parler. Ils voulaient pas être... donc, puis on a fait on a mis beaucoup de témoignages anonymes dans l'article parce que c'est très délicat. Puis les journalistes se font dire non seulement on peut pas nommer certains termes, tout ça, quand on parle du conflit, mais vos intervenants aussi, vous devez leur dire. Moi, c'est ça que j'ai pas trouvé dire ce mot-là. C'est incroyable. Le mot génocide, on cite quelqu'un, on cite une organisation qui dit c'est un génocide. Même ça, on peut pas le faire. Cela dit, on l'a retrouvé, ce mot-là, dans des textes de Radio-Canada, de différents... Mais votre dossier démontre qu'il y a quand même... C'est pas facile, il y a une pression pour éviter que ce terme-là soit utilisé. Les journalistes vont toujours dire, on peut le dire si ça vient de notre source. Si c'est notre source qui le dit. Là, ça, c'est correct. Mais ça dépend encore de la source. Parce qu'il y a des sources, il y a des journalistes qui se font dire, là, si tu choisis cet inverdant-là, il faut que tu lui dises qu'il ne peut pas dire le mot génocide. Et là, et je tiens à le dire, c'est pas seulement dans un contexte journalistique, parce que moi, j'ai des chroniqueurs et chroniqueuses à Radio-Canada qui me l'ont dit. Ils n'avaient pas le droit. Dans une chronique d'humeur où la marge de manœuvre est un peu plus grande,
qu'une pièce journalistique, ils ont même pas le droit, ils se le faisaient dire par les réalisateurs et les réalisatrices de Radio-Canada, t'as pas le droit de dire le mot génocide. Dans l'article, on explique que, on attend une décision gouvernementale qui va vraiment dire si oui, on peut, mais en même temps, même Radio-Canada est supposé d'être indépendant du gouvernement, donc là, si on attend la décision, pourquoi, l'indépendance, c'est spécial que la permission de l'État pour pouvoir qualifier. Puis, tu sais, c'est pas un terme qui sort d'un chapeau, là, génocide. Il y a quand même des enquêtes. Des organismes super importants qui nomment ça. C'est pas un truc là, qui est des gens qui ont le couteau entre les dents qui ont inventé. Il y a quand même un consensus. Non, mais c'est ça qu'ils se font. Les journalistes se font dire ça. Ils se font dire qu'ils sont militants. Est-ce que les autres médias ont relayé votre dossier? Non, aucun. Il y a dans les médias qu'on a parlé? Dans les médias, on a parlé. Donc, Raed a fait une petite chronique là-dessus. On était bien contents, avec des nuances, parce que c'est quand même... Là, parce que je pense qu'il finissait par dire que c'est pas simple de parler de ce conflit-là. Mais ça, on le sait. Mais c'est ça, exact. Mais non, on n'a pas eu vraiment d'écho, mais on est convaincus, par exemple, que tout le monde l'a lu. Sinon, qu'est-ce qui vous occupe, là, chez Pivot? Là, en ce moment, je voulais juste mentionner aussi que récemment, on a sorti une série de 5 vidéos avec les 5 candidates à la chefferie de Projet Montréal. Oui. Donc, c'est en format vidéo. Ça a été fait par notre chroniqueur Ludovic Moquin-Baudry. Oui. Donc, je trouvais que c'était une belle initiative pour faire connaître un peu les candidats. Sinon, Sam Il est encore à Projet Montréal, lui? Non. Sinon, parce je pense pas qu'il a été près de Projet Montréal et de Québec solidaire. Exact. Moi, j'avais connu dans le temps... quand GND était il a été longtemps étudiant pro-violence. Oui, c'est ça. Il a été très longtemps impliqué en politique. Je pense que maintenant, il se consacre à sa carrière de prof de cégep. Prof de philo, hein? Oui, exact. Donc, et il nous a proposé ça justement parce qu'il savait qu'il ne serait pas impliqué dans la prochaine campagne. Puis qu'il ne connaissait pas tant que ça les candidats. Non, parce mais que, il faut les connaître. Oui, c'est pour ça. Celle d'Ensemble Montréal, c'est particulier, là. Ouais. Celle qui fait une dichotomie entre citoyens et cyclistes. C'est pas ça, j'ai manqué ça. Elle veut enlever peut-être des pistes cyclables parce qu'elle trouve que ça va trop vite. C'est ça. Puis que les citoyens sont pas consultés. Parce que les cyclistes ne sont pas des citoyens, ce sont des cyclistes. Ça va peut-être trouver écho chez certaines personnes. Oui, voilà. Donc, ça, c'est donc, disponible. Ça, c'est déjà disponible. Ouais. Sinon, notre journaliste d'enquête, maintenant, qui a scrapé tous les articles là-dessus, il s'intéresse aux médecins qui quittent le public pour aller travailler dans le privé. Donc, il est en train de faire une grande enquête là-dessus. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Sinon, on est en train de faire aussi un article sur les mesures un peu progressistes face aux tarifs, donc qui sont effectifs en pleine guerre commerciale. Exact. Donc, c'est quoi les alternatives? C'est quoi les solutions? Ça, c'est notre journaliste Francis Hébert. Allez-vous faire des vox pop? Parce que moi, j'ai remarqué, là, les grands médias, ils font des vox pop. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Ils vont voir des gens dans les épiceries, puis ils leur demandent pis les tarifs. Puis après ça, ils vont voir des épiciers, puis ils leur demandent pis les tarifs. Ça, c'est... Puis comme on sait, tous les journalistes adorent faire des vox pop. Là, c'est toujours... tu sais, on se pitch là-dessus à chaque fois qu'on peut. Non, mais je vais ouvrir une parenthèse, parce qu'on est très critiques ici, les médias. Moi, je le suis, Philippe aussi parfois. Puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. Des gens qui travaillent dans les médias, puis il faut quand même faire la différence parce que c'est des employés, les journalistes, souvent. Et les calls, c'est pas eux qui les font. Non, ça, t'as raison. Et je trouve que votre dossier sur la guerre en Palestine était parlant parce que ils étaient par dépit. Il disait que je peux pas aller plus loin que ça parce que je vais me faire taper ses doigts par la rédaction. Fait qu'il faut pas l'oublier. Quand on critique des médias, je devrais être plus précis. C'est les dirigeants des médias parce que les journalistes, puis ils nous écrivent, les gens du Devoir qui sont mal à l'aise avec Christian Rioux, c'est des journalistes qui m'écrivent. Là, c'est pas vrai que c'est un bloc monolithique. Il y a des clivages entre autres générationnels aussi. Hein. Il y en a qui ont pas nécessairement la même vision du métier. Mais puis, je trouve que ça parle beaucoup de la précarité aussi de notre milieu. Là, c'est-à-dire qu'avoir une job dans les médias, là, des fois, tu veux la garder parce que tu sais jamais quand tu vas sauter. Là, justement, mettons Radio-Canada ou si Poliev est élu, là, ça va être la saignée comme à chaque fois que les conservateurs ils sont élus, en tout cas, bref. Donc, effectivement, souvent, c'est pas leur call, vous avez raison là-dessus. On va continuer à les critiquer quand même. Oui, si on peut. En fait, on critique plus les patrons qui prennent ces décisions-là. C'est plus ça. Voilà. Ça.
Sinon? Puis sinon, on travaille aussi sur un article sur le fait que la Ville de Montréal a abandonné la révision systématique de ses règlements pour revoir leurs employés qui nourrissent le profilage racial. Parce que ça fait pas partie de leurs priorités. Ils ont d'autres priorités en ce moment. Donc, on laisse tomber cette révision-là. Donc. On rappelle aux gens qu'il faut s'abonner à Pivot. Oui, on peut s'abonner, surtout maintenant qu'on peut recevoir un reçu d'impôt. On le dit à chaque fois, c'est important. Nous sommes un organisme de charité. Donc. On va partager évidemment les 2 textes de ce grand dossier et tout le reste. Merci, Gabriel Brassard-Lecourt. On va se retrouver à peu près dans un mois pour un autre, j'espère, un autre grand dossier qui va faire trembler les colonnes du temple. Bon, Philippe de Grosbois, c'est à votre tour. Oui. J'ai demandé qu'on baisse un peu la musique. Il va y avoir de la musique. Ça se peut que vous entendiez la musique. Là, je répète, on est à la librairie Un Livre à Soi et on est dans la librairie, dans la vie de la librairie. Alors, les gens viennent magasiner. Il y en a peut-être qui vont venir s'asseoir. Peut-être qu'il y a des citoyens qui vont venir... Ça fait un peu d'ambiance, c'est parfait. Oui, c'est parfait. Voilà. Mais c'est une petite librairie. Hein. Fait que... J'ai de grosses voix. Philippe de Grosbois, là, il faut dire une chose. On devait être avec Louis-Philippe Lampron. Ben oui! Ça n'a pas marché. Il y a eu un malentendu parce que dans les courriels, on avait 2 dates pour faire cette grande discussion sur les deepfakes. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Et on avait dit, c'était soit le 3 mars ou le 5 mars. Louis-Philippe était à Québec, à Lévis. Il est en relâche. Il venait à Montréal, mais il est venu lundi. Et il m'a envoyé un texto à 11h lundi pour me dire... Allô, je suis à la librairie. Là, j'ai fait, oups, non, c'était mercredi. Louis-Philippe. Bon, fait finalement, il peut pas être là aujourd'hui. Alors, ça devait être une discussion, ça va être une discussion. Je ne saurais jamais ce qu'il en pense. Moi, j'étais bien curieux de ça. J'ai vu quelques notes, il avait l'air un peu d'accord. OK, d'accord. Ouais. Mais je sais pas si... Je pense qu'il est plus alarmé que vous. Mais là, j'ai hâte de voir ce que vous allez nous dire. Votre réflexion, c'est... c'est un peu dans la continuité de la chronique précédente. C'était en décembre sur les chambres d'écho. Fait que c'est aussi de dégonfler peut-être un peu quelques ballons. Je commencerai peut-être avec une question, Fred, Gabriel. Est-ce que vous vous souvenez du premier deepfake politique que vous avez vu? Ben moi, parce que je l'ai souvent montré je donnais un cours sur les fake news à la Concordia et je montrais toujours l'exemple de Jordan Peele là, qui avait fait avec Obama. Ouais. C'était exactement ça, je pensais. Le plus ancien à ma connaissance, c'est ça. C'est un deepfake d'Obama en avril 2018. Ça va faire bientôt 7 ans. Even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right. Or Ben Carson is in the sunken place. Or, how about this? Simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Mon deepfake, c'était le débat sur la charte en 2013 avec Bernard Drinville, mais c'était pas un deepfake, c'était vrai. Hein? Je pensais que c'était ça, un deepfake. Ça peut... Ouais. J'avais pas pensé à celle-là. Mais comme quoi, oui, mais on en parlera tantôt, comme quoi la désinformation, des fois, c'est avec des moyens beaucoup plus artisanaux que ce qu'on pourrait penser. Mais pourquoi je parle du clip de Barack Obama, c'est que le deepfake de Barack Obama, c'est que dans ce clip-là, en fait, on nous met en garde contre les dangers des deepfakes. Fait que je trouve qu'il y a quelque chose de significatif. C'est un deepfake pédagogique, en fait. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose de significatif que le premier deepfake politique viral, c'est une vidéo qui nous avertit des dangers des deepfakes et non pas un deepfake qui est intentionnellement trompeur. Significatif aussi en passant que c'est BuzzFeed qui l'a popularisé, qui est fermé maintenant, BuzzFeed, qui est un site de nouvelles qui a toujours été motivé par la quête de viralité ou de clickbait, si on veut être plus direct. Donc, c'est ça, c'est qu'on parle beaucoup de dangers associés à d'éventuels deepfakes. On parle plus de ça que des deepfakes qui ont vraiment été utilisés à des fins politiques. Quelque chose qui est intéressant là. Je disais, le premier, c'est ça, à ma connaissance, c'est pas mal le premier là, qui a eu une certaine viralité. Ça fait presque 7 ans. Qu'est-ce qui s'est passé avec les deepfakes depuis 7 ans? Quels ont été leurs usages? À ma connaissance, je lance l'appel des fois avant Twitter, maintenant Blue Sky, est-ce que des gens, vous en avez vu, tout ça. Moi, j'en connais pas aucune tentative de deepfake à des fins politiques qui ont réussi à berner des gens un nombre significatif là, que ça aurait eu un effet sur une campagne électorale, sur un débat public. Il y a un exemple qui est encore un peu pas
potentiel, c'est en Slovaquie à l'automne 2023. Il y avait une campagne électorale et le candidat, disons, pro-Union européenne menait dans les sondages. Et la fin de semaine avant l'élection, il y a un deepfake audio. Donc ça, c'est à noter parce que je pense que c'est plus les audios qui risquent de marcher. L'image, c'est pas si au point que ça en a l'air. Mais donc, deepfake audio, où on entend ce candidat-là parler de comment il a manipulé l'élection et tout ça. Et suite à ça, il y a l'élection et il a perdu. Fait que là, on a dit, peut-être que, bon, ça a un effet. Mais récemment, j'ai lu un article, justement en préparation de la chronique. En fait, je me suis dit, bon, je vais aller voir un peu plus ce qui s'est passé là. Puis c'est assez intéressant, en fait, parce que, de un, il y avait déjà des histoires qui circulaient. En fait, ce qui ressort quand on gratte un peu plus, c'est que le terrain était déjà très miné. Il y avait déjà des histoires qui circulaient concernant le fait que ce candidat-là manipulait, un peu comme on disait de Joe Biden, par exemple. Là, il y avait déjà des histoires comme ça qui circulaient. Puis, en fait, c'est que les sondages, l'autre point, c'est que les sondages qui donnaient le candidat favori, c'est ça, c'est que la perte de confiance dans la population slovaque à l'endroit des institutions, de l'establishment, des médias, tout ça, est tellement grande qu'on peut même se demander s'il y a des gens, disons, on va dire MAGA là, de Slovaquie, qui répondaient carrément pas aux sondages. Fait qu'on c'est même pas clair si les sondages étaient si précis que ça. Fait que finalement, ce clip audio-là était comme allait un peu dans le sens d'un climat qui était déjà assez bien établi, où est-ce que la perte de confiance à l'égard des institutions était déjà quand même assez forte. Mais ça, c'est le seul cas qui peut-être pourrait avoir eu un effet que moi, j'ai trouvé. Il y a un an, début 2024, il y a des commentateurs qui ont dit là, le fruit est mûr, puis 2024, il y a beaucoup de grosses élections qui s'en viennent. L'Union européenne, en Inde, aux États-Unis, tout ça, ça s'en vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il y a une autre enquête qui a été faite où il y a des chercheurs, je pense que c'était en septembre, l'année 2024 n'est pas finie, mais ils ont regardé 78 deepfakes de l'année 2024. Il y en avait la moitié qui n'étaient même pas intentionnellement trompeurs, qui étaient comme plus du jeu, là, on en parlera tantôt. Puis les autres, il y en avait beaucoup qui étaient des choses qui auraient pu être faites sans intelligence artificielle, qui auraient pu être faites autrement. Puis il n'y a pas grand-chose là-dedans qui a vraiment marché non plus. Définir. Parce que c'est un mot qui circule, un deepfake. Oui, puis d'ailleurs, en français, on dit hyper-trucage, là, si on veut prendre le bon terme. En gros, c'est d'utiliser l'IA pour l'IA générative, soit d'image, soit de voix, soit les deux, pour faire une simulation quand même assez élaborée, assez poussée, généralement d'un politicien, d'une politicienne. Quoique ça s'est vu aussi, il y a eu des deepfakes d'Anne-Marie Dussault, mais là, c'était plus de la fraude économique. D'ailleurs, ça, c'est une nuance aussi à faire, c'est que les deepfakes de fraude fonctionnent mieux que les deepfakes politiques. D'ailleurs, il y a un gros dossier, Sam Harper, d'ailleurs, qui saluait le travail de Radio-Canada, un gros dossier de fraude qu'on a utilisé sur Facebook, entre autres, le visage. On pourrait peut-être... vous m'avez envoyé... La voix aussi, là. Oui, mais c'est ça. Je vais téléphone. On va aller... c'est ça. Oui, mais dans le cas de la grande enquête des décrypteurs, c'était... L'audio fonctionne mieux. Oui, voilà. C'est clair. On va d'ailleurs, Philippe, parce qu'on ne savait pas trop quoi faire avec, m'avait envoyé un deepfake de Donald Trump qui parle de... Je ne sais même pas la source, hein, c'est les internets. C'est les internets qui parlent de Val d'Or. On va aller écouter ça. Val d'Or is the best city in the world. Want to move the freaking White House there? 3rd Avenue is beautiful. Had tremendous times with drugs there. Plessy Street reminds me. Las Vegas without cash flow. Belvedere is my pussy spot. Love the Motel 111 and drinking in Sullivan. On salue les gens de Val d'Or. C'est un deepfake vidéo et il n'est pas très convaincant. Non, c'est ça. En vidéo. Et puis je pense pas que le but, c'est de convaincre. On parle de Donald Trump qui veut déplacer la Maison-Blanche à Val-d'Or. Ça me semble pas très crédible à première vue. Fait que le but, c'est plus de la parodie, c'est de la caricature. On reviendra peut-être tantôt. Moi, ce que je trouve, c'est que Donald Trump utilise lui-même le deepfake. Là. Vous avez vu la vidéo de Trump-Gaza? Oui, mais ça, je pense qu'on va parler tantôt. C'est incroyable. Non, mais attends, mais Gabriel, c'est pas clair, ça. Moi, j'ai lu quelque chose. Quoi? C'est vrai? Non, j'ai lu qu'il y a des gens qui prétendent que ce deepfake-là a été fait par des gens pour rire de la position de Trump, pour en faire quelque chose de tellement gros et burlesque
Il a quand même été publié sur le Je sais, c'est pour ça. Mais j'ai lu ça. Le tellement gros et burlesque. Moi, je pense que c'est du trollage. J'ai plus de surprise. Voilà. Bon, mais en fait, avant qu'on arrive à tout ça, en fait, c'est de voir pourquoi ça marche pas tant en termes de persuasion. Vraiment de faire croire à des gens que telle personne a dit quelque chose. Puis sur le plan politique, parce qu'on disait pour la fraude, c'est différent. Oui, c'est ça. On en a quand même déjà parlé à la balado. C'est une tendance lourde, disons, qu'on a de surestimer la puissance des technologies médiatiques puis de sous-estimer les capacités critiques du public. Il y a un petit peu de ça ici. En fait, c'est que, ça fait 7 ans. Le premier deepfake, c'était pour nous avertir du danger. Donc, plus le temps passe, plus les gens sont au courant. Les capacités critiques des gens ne sont pas statiques. Si on faisait un vox pop, justement, on disait est-ce que vous connaissez ça, les deepfakes? Je suis persuadé qu'il y a beaucoup de gens qui diraient qu'ils connaissent ça, qui diraient que ça les inquiète, que c'est dangereux. Donc, on est déjà comme un peu en état d'alerte par rapport à ça, alors qu'il n'y en a même pas eu un qui a vraiment marché jusque-là. L'autre chose, c'est que la persuasion politique, c'est beaucoup plus complexe que la fraude, comme je disais, la fraude financière. C'est beaucoup plus facile pour vous, Fred, de me convaincre de vous donner 100$ que de me convaincre de voter pour Pierre Poilievre. C'est ce que ça demande pour être capable de me faire changer d'idée sur une conviction politique. C'est beaucoup plus compliqué. D'ailleurs, la campagne de financement n'est pas terminée. C'est ça. Je vais dire aussi. D'ailleurs, j'ai déjà donné de l'argent à la balado, fait qu'on a la preuve. Arrêtez, parce que... Bon. Vous êtes supposé en recevoir dans la balado. Vous n'êtes pas supposé d'en donner. Mais ça fait longtemps que ça existe, la balado. Mais c'est ça, fait que le développement de nos convictions politiques, ça dépend d'une multitude de facteurs. Là aussi, on rejoint vraiment la discussion qu'on avait sur les chambres d'écho. Qu'est-ce qui fait qu'on développe telle ou telle conviction politique? C'est les réseaux dans lesquels on est, c'est nos valeurs, c'est notre position dans le système économique. Il y a toutes sortes, c'est des gens à qui on a confiance, à qui on parle de politique, par exemple. Fait que ça dépend d'une multitude de facteurs. Fait que de penser que c'est quelque chose qui peut se modifier avec, tu sais, qu'une vidéo tout d'un coup va changer notre avis. Puis la désinformation actuelle se fait de manière beaucoup plus classique, beaucoup plus low-tech. C'est quoi, selon moi, les 2 plus grands mensonges en politique américaine dans l'année 2024, dans la campagne électorale? Le premier, c'est que l'administration Biden travaille sans relâche pour un cessez-le-feu à Gaza. C'est le mensonge vraiment énorme, meurtrier. Mais l'autre, c'est la fameuse histoire des Haïtiens à Springfield, Ohio, qui des animaux. C'est ça, qui mangent des animaux domestiques. Il y a une enquête qui avait été faite peu après le débat électoral où ça a été dit par NBC News. Puis en fait, ce qu'on disait, c'est que oui, c'est sûr, ça a circulé sur Facebook. Puis bon, c'est un peu parti un peu une rumeur, une madame qui dit « Ouais, j'ai perdu mon chat. » Puis puis bon, ça part en vrille. Mais ce que l'enquête montre, c'est qu'il y a un groupe néo-nazi de la région qui, au nom tout à fait sympathique et chaleureux de Blood Tribe, qui entretenait ça depuis longtemps, qui essayait par plusieurs moyens d'activer ça. Puis eux, quand ils ont entendu Trump dire ça, eux, c'était comme, OK, mission accomplie, on a réussi notre truc. Puis je veux ouvrir une parenthèse parce que moi, j'étais tombé sur un site français qui s'appelle Le Média, où il donnait la parole à un théologien français qui disait que, en plus, cette histoire-là d'étrangers qui mangent des animaux, c'est quelque chose qui résonne très, très fort chez les chrétiens évangélistes. Parce que c'est des trucs qu'on retrouve dans la Bible. Et Trump, et lui, c'est sa théorie, il dit que Trump a donné de l'essence à cette théorie-là, parce qu'il sait très bien que ça allait résonner fort chez les chrétiens. Fait qu'il y a un côté biblique dans cette idée-là des étrangers qui mangent des animaux. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est ça, tu sais, je disais, on voit surtout la chose comme étant un problème technologique, mais souvent, c'est ça, c'est qu'on va chercher des racines vraiment anciennes. Quand on avait parlé de Q comme complot, c'était ça, tu sais, les trucs de QAnon, ça remonte à il y a des siècles, tu sais, les récits sur les Juifs, le sang, les enfants. Exactement. On va souvent chercher des ressorts qui sont beaucoup plus profonds que une innovation technologique. Puis, fait important de noter pour cette histoire-là en particulier, je trouve que c'est important d'en prendre conscience, c'est que ce qui a donné le plus de visibilité à cette histoire-là, c'est pas les médias sociaux, c'est encore moins un deepfake, c'est le débat des candidats entre Kamala Harris et Donald Trump en direct devant 67 millions de téléspectateurs. C'est ça, ultimement, qui a donné le plus de visibilité à cette histoire-là. On peut dire, ben oui, c'est un débat des candidats, mais en même temps, est-ce que quand on sait que des candidats sont d'extrême droite, on sait qu'en Belgique, il y a toute une
une réflexion qui a été faite sur on ne laisse pas des gens d'extrême droite parler en direct parce que c'est trop compliqué de déconstruire tout ce qu'ils disent. Ils peuvent dire trop de choses, des choses haineuses aussi, des choses qui sont violentes. La loi de Bandolini? Non, ça, c'est le truc, ça prend plus de temps à déconstruire. Oui, effectivement. Ça prend plus de temps de déconstruire un mensonge ça, vous avez raison. que de le dire. Déconstruire la bullshit que de la faire. Ouais. Mais donc, la circulation de cette histoire-là, Facebook a joué un rôle, mais évidemment pas de deepfake, des actions de groupes néo-nazis, puis le relais sur une chaîne de télé nationale. Oui, c'est ça. Donc, pour être bien honnête, il y a une reconnaissance de plus en plus dans le milieu journalistique aussi que, oui, on a une crainte sur les deepfakes vont convaincre les gens, mais que finalement, ça n'arrive pas trop. Encore samedi dernier, c'était à la balado des décrypteurs, on disait, finalement, on dirait que c'est pas tant à ça que ça sert. Ouais. Mais selon moi, il faut aller plus loin, c'est-à-dire se demander pourquoi ce genre de scénario catastrophe-là, pourquoi c'est si populaire, pourquoi c'est presque séduisant même de s'imaginer ça. Et peut-être pourquoi ça flatte, ça entretient certains biais à l'intérieur de la profession. Ouais. On fait parfois, moi je pense qu'on fait souvent erreur sur le rôle de la désinformation dans les débats publics actuellement, que ce soit c'est le but. Je pense pas que le but de la désinformation, c'est tant de convaincre des gens apolitiques, des gens qui arrivent, qui disent j'ai aucun avis sur la question, ou en tout cas, je suis très indécis, tout ça, puis qu'ils attendent d'avoir toutes les données en main avant de se faire une tête, puis là, s'ils tombent sur de la désinformation, ça va les faire pencher d'un côté. La désinformation actuellement, c'est beaucoup plus de fournir du matériel qui sonne vrai, qui a l'air vrai, mais à la limite, c'est pas si important que ça. Ouais. Ça sonne vrai, ça a un semblant de vérité. Puis on fournit ça à des personnes qui sont déjà actives politiquement, des gens qui sont politisés, puis qui ont besoin de ça, qui vont s'en servir pour faire avancer leurs idées politiques. C'est pour ça que la droite fonctionne vraiment bien. Parce qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment beaucoup compris ces codes-là. Exactement. Ils sont vraiment bons en communication. Ils utilisent. Puis tu sais, c'est vraiment... C'est plus subtil aussi que juste dire, un robot qui parle. Là, c'est un peu plus... Oui, c'est ça. La technologie, finalement, est assez secondaire là-dedans. Je suis allé chercher aussi un petit passage de J.D. Vance, pas longtemps après le débat, justement, entre Kamala Harris et Donald Trump, où est-ce que, dans le fond, CNN, je ne sais plus le nom de l'intervieweuse à CNN, le cuisine en disant, c'est quoi cette histoire-là de faire circuler des choses? Puis finalement, elle a réussi à lui arracher quelque chose où est-ce qu'il dit, si je dois inventer des histoires pour montrer à la population américaine le danger, pour montrer que l'immigration est incontrôlée, etc. Donc, il dit, if I have to create stories. Trump repeated on the debate stage and he didn't say anything about the policies that you're talking about. He just said Haitians are eating dogs and cats. Can you affirmatively say now that that is a rumor that has no basis with evidence? Dana, the evidence is the first-hand account of my constituents who are telling me that this happened. And by the way, I've been trying to talk about the problems in Springfield for months, and the American media ignored it. There was a congressional hearing just last week of angel moms who lost children because Kamala Harris let criminal migrants into this country who then murdered their children. The American media totally ignored this stuff until Donald Trump and I started talking about cat memes. If I have to create stories so that the American media actually pays attention to the suffering of the American people, then that's what I'm going to do, Dana, because you guys are completely letting Kamala Harris coast. You had one interview with her. You talk about pushing back against me, Dana. You didn't push back against the fact that she cast the deciding vote on the Inflation Reduction Act, which is why a lot of Americans can't afford food and housing. Il s'est comme un peu échappé. On va faire ce qu'il faut. On va. Puis moi, ce qui me semble important, c'est que cette dynamique-là, un peu, finalement, assez consciente de la fin justifie les moyens, on lance les histoires qu'on a besoin pour faire avancer notre agenda. Moi, je pense que cette dynamique-là n'est pas juste consciente chez les dirigeantes politiques, mais au sein de la base politique MAGA. C'est un courant politique qui est tout à fait confortable avec l'idée de revoir
perception de la réalité sur la base d'un agenda politique. Quand il y avait eu la tornade en Floride, tu sais, des gens qui pendant des années ont dit que le réchauffement climatique, c'est un canular, ça n'existe pas, ou à la limite, c'est les taches solaires, là, se sont revirés sur un dixaine puis disaient les tornades ont été créées par le Deep State. Non seulement la crise climatique existe, mais elle a été comme inventée par une alliance entre les météorologues puis le Deep State et tout ça. Qui est absolument incohérent par rapport à tout ce qui est soutenu par les négationnistes du réchauffement climatique habituellement, mais que là, l'occasion demandait ça. Donc, finalement, on était capable de se revirer de bord. Et quand je disais tantôt, bon, l'important, c'est de sonner vrai, d'avoir du matériel qui sonne vrai. Ben, quand on parlait de Trump-Gaza tantôt, ben c'est ça, c'est que quand on regarde en ce moment, c'est quoi les usages politiques des images générées par IA, par l'extrême droite en particulier, l'objectif n'est pas tant de convaincre de l'existence d'une chose, mais de donner corps à un certain imaginaire. C'est que cet imaginaire-là devient comme un petit peu plus tangible. Donc, certains ressorts qui peuvent être plutôt rétrogrades. Parfois, on va fantasmer sur comment le passé était. J'avais vu des images de France où est-ce qu'on mettait une petite famille nucléaire, où est-ce qu'il manquait des jambes aux enfants, parce que l'IA, c'est pas parfait, mais quand tu regardes rapidement, tu le vois pas trop. C'est toujours un bon truc. Tu avais des gens qui compter les doigts. C'est ça. Pour savoir si les doigts, les jambes, c'est ça. Mais quand on regarde rapidement, tu sais, ce qu'on voit, c'est une image un peu champêtre, famille nucléaire française. Puis là, tu avais des gens qui allaient sur le grand remplacement. Puis disaient, regardez comment c'est une. Bon. Mais c'est ça, c'est que ça donne corps à un certain imaginaire rétrograde, ou donc soit de regarder dans le passé, ou encore, c'est ça, de projeter dans l'avenir, que les fantasmes, les rêves, puis dans le cas du clip de Trump-Gaza, c'est exactement ça. Là, c'est comme une espèce de fantasme d'une violence coloniale complètement folle, mais que tout d'un coup, c'est comme si ça devient un petit peu plus réel, dans le sens un petit peu plus envisageable. Ça fait partie de ce qui peut arriver. Fait que c'est des vieilles techniques de propagande, là, finalement. On n'est pas... c'est au-delà... Puis si je reviens à l'histoire des Haïtiens à Springfield, Ohio, c'est que c'est pas tant, encore une fois, de convaincre que plus de permettre, de rendre possible d'exprimer une forme de violence, de porter atteinte. C'est la construction de l'autre. Oui. On est chanceux au Québec, on n'a pas ça. Non, c'est ça. Voilà, c'est réglé. Non, il faudrait surtout pas dire qu'on a ça. C'est ça. Donc c'est plus de porter atteinte à la dignité de certaines personnes aussi, davantage que de convaincre. Fait que, je trouve que c'est un problème, la question des deepfakes en politique. C'est important de bien définir ce problème-là, parce que souvent, j'ai l'impression que dans la discussion publique, on a tendance à mélanger deux risques qui, selon moi, sont très différents. On peut craindre que les deepfakes amènent le public à croire des choses qui n'existent pas, ou à croire que ces choses-là sont arrivées ou qu'elles ont été dites, premièrement. Deuxièmement, on peut craindre que les gens, on est tellement envahis d'images de toutes sortes. Tu sais, tantôt, quand on disait, ben là, le truc de Trump-Gaza, finalement, c'est peut-être en fait, c'est que on est tellement envahis, puis c'est Steve Bannon qui disait là, d'envahir la zone de merde, flood the zone with shit, c'est qu'il y a tellement de merde dans la zone qu'on n'a pas le choix, qu'on n'est même plus capable, en fait, tout devient comme complètement confus. On est plus capable de trier, en fait. On est plus capable de trier le vrai du faux. Exact. Fait que là, ça devient comme tentant d'aller... Moi, la crainte, si on projette dans 5 ans, moi, c'est pas tant justement le deepfake qui va déclencher un truc parce que les gens vont y avoir cru. C'est plus qu'on va être dans une espèce de niveau de relativisme ou de nihilisme que, tu sais, ça va peut-être être une position comme un peu hipster de dire, ben, de toute façon, tu sais, tout est vrai, tout est faux. Moi, je m'en fous. Fait que la crainte, de dire on va faire croire à des gens des choses puis ça va avoir des effets, m'apparaît peu fondée. C'est pas impossible que ça arrive, mais c'est pas arrivé jusqu'à date. La crainte 2, qu'on n'arrive pas à distinguer le vrai et le faux, elle me semble beaucoup plus plausible. Là, je vais faire une plug bien sale, mais c'est un des gros arguments du livre La collision des récits, le deuxième livre que j'ai fait, c'est que on pense que la désinformation, c'est un problème de crédulité, que si c'est là, c'est parce qu'on est trop crédule, alors qu'en fait, pour moi, c'est un problème de doute. C'est qu'on a de moins en moins confiance en rien.
peut-être mal dit ça, mais on a confiance en plus grand-chose. On doute d'absolument tout. Fait que pour moi, c'est important de bien faire cette distinction-là parce que le diagnostic puis les solutions qu'on va proposer risquent d'être différentes. Si on pense qu'on est trop crédule ou que les deepfakes vont nous faire croire des choses, bien, la solution, c'est de douter plus. C'est d'être plus critique par rapport aux médias. Puis c'est plus ça qui est proposé par les fact-checkers actuellement. Alors que si la crainte, c'est que y a le vrai et le faux est devenu quelque chose de tellement relatif que finalement, on n'est plus capable de croire en rien. La solution, c'est presque l'inverse, c'est de voir comment on peut rétablir la confiance. Comment est-ce qu'on peut se donner des sources d'informations qu'on considère fiables? Puis là, à ce moment-là, la question, c'est comment on fait ça? On renforce les liens entre le public et les médias. Là, comment on fait ça? C'est comme c'est l'objet de toute une autre... D'une autre chronique? Une autre chronique, mais pour moi, c'est plus vers ça qu'il faut s'orienter, plutôt que d'inviter les gens à douter le plus possible. Je pense qu'on doute énormément, on doute en masse, vraiment. En ce moment. C'est plus de voir comment est-ce qu'on peut, rétablir ces liens-là forts. En conclusion, c'est Thibaut Prévost qui a écrit un livre, Les prophètes de l'IA, l'automne passé, qui dit quand il est question d'IA, on a souvent tendance à parler au conditionnel. On dit, ça pourrait faire ça, éventuellement. Mais c'est ça, revenons aux usages actuels de la génération d'images par IA. Outre ce que j'ai mentionné, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il y a, l'usage de l'extrême droite, il y a aussi beaucoup de parodies, de caricatures. Donc, l'IA, les deepfakes sont aussi beaucoup utilisés pour faire un commentaire politique, pour... ridiculiser Macron, on en a vu plusieurs. On l'a vu après la victoire, j'ai pas suivi le tournoi des 4 nations, là, mais quand le Canada a battu les États-Unis en pleine menace de guerre commerciale, il y avait beaucoup d'images générées par l'IA où on voyait une oie trucider un aigle ou Trudeau en train de harnacher Trump. Bon, c'est ce côté-là, éditorial, un dessin. Absolument. Il y a, dernièrement, là, avec l'histoire de Zelensky qui était à la Maison-Blanche, il y en a eu aussi où est-ce que Zelensky perd son cool, envoie une baffe, fait pleurer Trump. Bon, il y a toutes sortes de choses. La somme, en fait. Du commentaire politique. J'en ai vu 2-3. Moi, j'ai vu la somme. J'ai cru pendant 30 secondes. C'est ça. Il y a la fraude dans les autres usages et un usage dont on parle quand même assez peu, qui est pourtant quand même très utilisé en ce moment, c'est de dénuder des femmes sans leur consentement, de les placer dans des clips porno. C'est moins glamour de parler de ça que d'imaginer des scénarios catastrophes de type James Bond ou un deepfake de Vladimir Poutine déclenche une guerre nucléaire, mais c'est ça les usages actuels. Fait qu'on aurait peut-être intérêt à se pencher davantage sur à quoi ça sert maintenant plutôt que de projeter sur quelque chose qu'on attend puis qui arrive pourtant pas vraiment. Cela dit, là, on va terminer avec ça. Je lance la réflexion. Dans 10 ans, là, je sais que vous n'avez pas ça. Les deepfakes vont être quand même... Parce que là, moi, je trouve pas qu'ils sont convaincants visuellement. Puis ils ont quand même déjà évolué de celui d'Obama, là, d'il y a 7 ans. Ah oui, absolument. Mais est-ce qu'on peut penser qu'éventuellement, ils vont être à peu près équivalent à n'importe quelle image filmée et que la confusion va augmenter. Et là, on va être dans votre point du réel. Moi, c'est pas tellement comme ça que je le vois. T'sais, premièrement, si on remonte, mettons qu'on remonte loin dans l'histoire, les débuts de la photographie. Dès les débuts de la photographie, il y avait la possibilité de manipuler la photo. La photographie est utilisée par les adeptes de la phrénologie. Vous savez, les gens qui mesuraient les crânes, tout ça. Donc, pour donner un surplus de scientificité à leur truc, ils prenaient en photo les crânes, tout ça. Puis là, ça leur permettait... des montages photos, si on pense à Staline qui avait... effacer quelqu'un sur une photo. C'était avant Photoshop. Fait que ces possibilités-là, oui, c'est sûr que les choses s'améliorent, mais comme je disais tantôt, les capacités critiques aussi des gens avancent en même temps. Puis pour moi, le cœur de la solution, comme je disais tantôt, c'est plus quel genre de relation. L'idée, c'est que si, effectivement, mettons que les deepfakes deviennent vraiment, vraiment bons, puis qu'il y a des choses que, là, on commence vraiment à se poser la question de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Si on a un écosystème de médias d'information qui est sain, on va se tourner vers des sources qu'on considère fiables. On va dire, hey,
comme aide-moi, là, identifie ça. Donc, ça va être l'époque où on a moins de commentariats dans les médias. Et plus de journalistes. Si on a des médias qu'on sait qu'il y a une certaine fiabilité, puis qu'on a développé ces habitudes-là de se référer à ces médias-là, d'après moi, c'est plus ça qui va endiguer un éventuel problème. Mais j'ai de la misère avec les prédictions. Puis d'ailleurs, je dis pas que ça arrivera jamais. Je tiens à le dire. C'est juste que, comme on dit, c'est impossible de prouver un négatif. Tu peux pas prouver l'inexistence du risque. Fait que je peux pas prouver ça. Je peux pas prouver qu'il n'y a pas de risque. Ça se peut. Mais on a plutôt des indications à l'effet que ce risque-là est exagéré à l'heure actuelle, alors qu'il y a d'autres risques qui, eux, sont tout à fait immédiats et importants. Philippe de Grosbois, merci. Gabriel Brassard-Lecourt, merci de nous présenter ce qui se trame à Pivot. Je vais partager les deux documents de cette enquête, puis on va se retrouver dans quelques semaines là, quand on fera des choses intéressantes à Pivot. Merci. Alors voilà ce qui termine ce 23e épisode. Je vous avais dit, je ne ferai pas un long édito, cela dit. Correction, oui, je sais, j'ai dit la loi de Bandolini. C'est bien la loi de Brandolini. Avec Philippe de Grosbois, quand on parlait de cette loi qui veut que déconstruire une fausse information est beaucoup plus long que de l'affirmer. Oui, j'ai parlé trop vite. Là. C'est pas Bandolini, c'est la loi de Brandolini. Les médias. Parce que le commentaire de l'auditeur concerne les médias. Mais avant, j'ai bien ri, là, puis je veux pas extrapoler la signification de ce lapsus lingué. Je suis pas freudien tant que ça dans la vie, mais Hélène Buzetti m'a bien fait rire cette semaine à Midi Info quand elle a fait ce lapsus. À Midi Info. Hélène Buzetti et Mylène Moisan, bonjour à tous les deux. Alors, tour à tour, j'aimerais vous entendre pour nous dire ce que vous retenez du discours de M. Trudeau. Je commence avec vous, Hélène. Oui, je l'ai trouvé très ferme. Je l'ai rarement entendu aussi ferme, M. Trudeau. Nous sommes le partenaire le plus près et au même moment, les États-Unis veulent travailler positivement avec Vladimir Poutine. Oui. Voilà, un dictateur menteur et meurtrier. On ne sait pas trop ce que ça veut dire. Est-ce que Pierre Poilievre est pro-Poutine ou Vladimir Poutine est pathétique comme Pierre Poilievre? En tout cas, c'était bien drôle. Autre extrait aussi, parce que quand on a terminé l'enregistrement avec Philippe de Grosbois, on a parlé de la prochaine chronique éventuellement, parce que j'aime bien sa démarche d'embrasser des sujets qui prennent souvent une demi-heure à être décortiqués. Puis l'ambiguïté de Stéphane Bureau, je pense que ça ferait l'objet d'une bonne chronique. D'ailleurs, je suis retourné on va se le dire, pour ceux qui ont peut-être vu cette semaine, puis j'ai expliqué un peu mon point de vue que je vous avais partagé ici avec l'équipe. Puis c'est drôle parce que, off the record, là, plusieurs étaient d'accord avec ma position, bien qu'elle va peut-être bouger, là, à savoir si je m'assois ou non avec des personnes que je trouve problématiques. Et Stéphane Bureau est de ces personnes-là. Surtout dans ce contexte-là d'émissions de fin de journée plutôt légères où les segments sont courts et on peut pas vraiment débattre. Et on s'est dit avec Philippe de Grosbois, parce que lui aussi ça l'intéresse, puis pas juste Stéphane Bureau, mais ces personnages médiatiques, Jacinthe Varel, là je voyais qu'elle participe à des émissions sur Toscan Média, qui est un média pro-russe d'extrême droite. Stéphane Bureau, on l'a vu aller dans plusieurs podcasts problématiques, complotistes, géopolitique profonde, Hello veut savoir, Toscan Média aussi. Puis là, la semaine dernière, il était présenté à Radio-Canada l'émission d'Alain Gravel le samedi d'analyse comme un expert politique américaine pour BFM TV en France. Puis c'est subtil parce qu'il va pas dire « Ah, M. Trump est extraordinaire ». C'est des petites phrases, c'est des inclinaisons, c'est des intonations et cet extrait ici en est un bon exemple. Stéphane, est-ce que ça vous a étonné l'implication de J.D. Vance? Parce qu'il n'est que vice-président et on le disait en début d'émission, le rôle du vice-président n'est pas majeur dans ces grands moments normalement.
faut voir que dans l'histoire, les vice-présidences ne sont pas toutes les mêmes. Dick Cheney en menait très large, avait beaucoup d'ascendant sur son patron, le président, et aussi donnait des directives. J.D. Vance, c'est plus qu'un vice-président, c'est peut-être un héritier pour M. Trump. Je pense que c'est ce qu'il désignait l'été dernier quand il choisissait comme colistier. C'est celui qui articule souvent le mieux la pensée MAGA du président, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on peine à comprendre ce qu'il essaie d'exprimer, Vance crée quelque chose qui ressemble à un discours, un narratif cohérent. C'est un personnage assez idéologue, suprêmement brillant. Alors voilà, pourquoi aller dire ça? Pourquoi aller dire ça que J.D. Vance est suprêmement brillant? Je m'en fous. Il est dangereux, puis c'est un facho. C'est ça qui devrait nous intéresser. Pas de savoir s'il est suprêmement brillant. Bon, je vais vous lire le commentaire d'un auditeur. J'ai demandé la permission, mais il ne m'a pas explicitement dit de le nommer. Enfin, je ne le nommerai pas, puis c'est pas vraiment important qu'on sache son nom. Mais c'est quelqu'un qui écoute la balado depuis longtemps. Puis, vous allez voir, à la fin, il dit, il travaille dans l'industrie forestière. Fait que c'est doublement intéressant. Alors, je vous lis son commentaire. Je vais droit au but concernant les Christie de tarifs douaniers. Personnellement, je m'en torche, je m'en réjouis presque. Soyons clairs, que le président états-unien fonctionne par menace et intimidation, ça, c'est très grave. Mais le bâton dans les roues du libre-échange, ça, je souris. J'étais des manifs anti-ALENA fin 90, puis anti-ZLEA début 2000, avec des tonnes d'arguments contre la mondialisation et la tombée des règlements pour un libre-échange commercial mondial qui allait scraper encore plus la planète et précariser les emplois, puis augmenter les injustices. Nous étions plusieurs altermondialistes à crier que ce n'était pas une bonne idée. Maintenant, voilà que ces accords sont fragilisés plus que jamais et les politiciens, les médias et l'opinion publique chient dans leur culotte à l'idée d'un tarif sur les échanges commerciaux. Chris, le libre-échange, on l'a crié et mangé des balles de caoutchouc puis respiré du gaz lacrymogène pour avoir dit que c'était pas une bonne idée. Maintenant, où sont les voix pour dire « Parfait, fuck it, on en profite pour sortir de ce système pourri ». Au moins un petit peu. C'était prévisible. À la place, sur toutes les tribunes, c'est la panique fataliste totale. On entend dire qu'on aimerait déréglementer plus, ouvrir de nouvelles ententes avec d'autres partenaires libre-échangistes à travers le monde, puis en profiter pour faciliter l'efficacité et la productivité de nos entreprises, comme je l'ai entendu plusieurs fois à des émissions pourtant d'ordinaire brillante à Radio-Canada. On martèle que ça va faire mal, très mal. C'est d'un pathétisme lourd. Nous sommes à ce point esclaves du capitalisme. Je veux dire, tout le monde. Personnellement, j'ai un emploi relié à l'industrie forestière. Je fais de l'inventaire forestier pour le ministère et je souhaite ardemment qu'on ralentisse la coupe. Les volumes prélevés sont trop gros et les machines sont trop au nord. Vivement des tarifs à l'exportation pour calmer la machine. Plus de tarifs, c'est moins de camionnage. Moins de bateaux dans le Saint-Laurent, c'est moins de gaz à effet de serre. Arrêtons de pleurer. Les tarifs sont une opportunité de décroissance, de sobriété, de robustesse. Ce à quoi j'aspire depuis longtemps. J'aimerais entendre plus souvent ce point de vue, plus optimiste, joyeux. Et là, il me partage aussi un podcast parlant de robustesse. Un podcast de... Attendez que je retrouve son nom. C'est un biologiste français. Je vais partager dans l'infolette. Pour ceux qui sont abonnés à l'infolette, vous avez vu qu'elle a repris du service. Je le sais que j'ai été leste, mais là, je vous promets de vous envoyer des infolettres régulièrement avec les liens. La robustesse, concept vraiment intéressant, c'est Olivier Amand, qui est chercheur en biologie et en biophysique. Je vais vous partager le lien. Donc, vraiment une réflexion intéressante, puis je me la partageais, mais pas dans ces mots-là. En écoutant, j'ai recommencé à écouter beaucoup la radio, entre autres Radio-Canada, l'émission du matin, et je suis fasciné par... Puis, tu sais, j'écoute Midi Info, puis le 15-18, puis je suis fasciné par le ton paniqué, puis l'auditeur, dans son commentaire, le souligne très, très bien, le ton paniqué des médias sur les tarifs. Puis là, on voit bien, là, c'est quoi le pattern, là, c'est qu'ils annoncent des tarifs, finalement, ils reculent quelques jours après, ils en annoncent d'autres. Il y a quelqu'un sur Blue Sky qui disait hey, il faudrait vérifier au niveau délit d'initié, parce que j'ai l'impression que ce qui explique cette espèce de côté brouillon là, qu'on n'arrête pas d'attribuer à Donald Trump, c'est plutôt une façon
de favoriser la baisse et la remontée des marchés boursiers. Puis il doit y avoir des gens dans ce gouvernement-là qui ont de l'information privilégiée et qui s'enrichissent. Évidemment, je ne suis pas économiste, mais j'aimerais ça qu'on regarde ce pattern-là. Bon, là, on parle aussi, puis même Justin Trudeau l'a dit explicitement, que c'est une façon aussi de déstabiliser l'économie pour forcer une espèce d'annexion économique. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de place pour un discours autre que d'être paniqué à cause des tarifs. Puis là, on interviewe la vice-présidente des exportations, on interviewe la représentante du secteur manufacturier X, puis là, ils sont tous inquiets, puis là, ils disent qu'il faut que ça arrête, mais on ne sait pas comment. Puis après ça, tu as les commentateurs politiques qui disent que les politiciens sont inquiets parce qu'ils ont parlé au vice-président des exportations, de l'association d'exportateurs. Bon, on est dans une espèce de bulle de panique qui se transmet dans la population et il n'y a rien d'autre qui percole dans le discours médiatique. C'est quand même... Puis je trouve que l'auditeur a mis le point. Évidemment, c'est difficile, puis ça on le sait, on l'a parlé souvent, c'est difficile d'imaginer autre chose que le capitalisme. Et ça va être difficile dans ces temps de crise de proposer autre chose, mais il me semble que c'est la job des médias de faire ça. Puis là, je sais que je critique, puis je l'ai dit avec Gabriel Brassard-Lecourt, quand je dis les médias, c'est vraiment la partie décisionnelle, c'est pas les journalistes qui sont souvent des exécutants qui n'ont pas leur mot à dire, mais ça se peut pas qu'on soit pas capable de sortir de ce discours-là pour être capable d'imaginer autre chose. Puis tu sais, avec René Dubois, on en a parlé aussi comment les mouvements nationalistes étaient derrière le libre-échange. Est-ce qu'on peut repenser le libre-échange? Est-ce qu'on peut replonger dans cette époque-là? Puis est-ce qu'on peut se demander si ça a été bon ou non? Parce que là, on est comme drogué, là. On est vraiment drogué à ça. Puis médiatiquement, là, on nous rappelle qu'il faut paniquer. Puis je suis pas si sûr que c'est clair que on doit paniquer à ce point-là. Puis là, déjà, les gouvernements qui avancent des millions pour les entreprises. Je trouve qu'on devrait... Il y a un adage souvent qui est dit de ne pas gaspiller une bonne crise. Souvent, c'est pour des mauvaises raisons. Puis là, essayons de ne pas la gaspiller, cette crise-là. Au moins, faire exister médiatiquement un autre discours. Parce que, pour vrai, même Radio-Canada, là, vous allez me dire, ah ouais, ben là, ils ont des bons chiffres, là, sont numéro 1, ça va bien, de quoi tu... Bon. Ils sont peut-être numéro 1 parce qu'ils ressemblent à leurs anciens compétiteurs, le 98.5. Moi, quand j'entends Pierre-Yves McSween à tous les matins, à Ici Première, je suis pas sûr que c'est une bonne nouvelle. J'ai rien contre Pierre-Yves, j'ai travaillé avec, il est sympathique, il est fin, là. Mais je suis pas sûr que c'est ça que j'ai envie d'entendre de voix économique parce que c'est un comptable, là. Sa grille d'analyse, on l'a à tous les jours, puis même dans d'autres émissions, n'importe quel prétexte à Radio-Can, il l'invite pour commenter l'industrie du livre, n'importe quoi. Pierre-Yves est là. Puis je trouve qu'avec ce qui se passe, on devrait avoir d'autres voies économiques. L'IRIS, peut-être. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres idées que de rester dans ce système-là puis stresser parce qu'on a quelqu'un de complètement erratique de l'autre côté. Puis on comprend pas trop, puis là on se dit ben voyons donc là, il va bien voir les chiffres, puis il va parler aux hommes d'affaires, puis là tout va devenir comme avant, ben peut-être pas. Alors pensons à autre chose. Puis j'ai salutations Pierre-Yves McSween. J'ai vraiment rien contre lui, mais le vendredi là, des fois le matin, tu as envie d'avoir une analyse substantielle, puis là t'as les questions des auditeurs et des auditrices comme au 98.5 là. Je vais peut-être mettre tel chiffre sur mon rapport d'impôt. C'est-tu une bonne idée? J'aimerais ça sauver. Puis, je suis pas sûr, en tout cas, je suis pas sûr que c'est le rôle de la radio publique d'offrir ça. Puis, je suis pas sûr que c'est le rôle de la radio publique aussi d'avoir des codes d'écoute fracassantes si c'est pour, des fois, un petit peu sabrer dans la profondeur et dans offrir un autre regard. Mais en tout cas, c'est peut-être moi qui est trop exigeant. Parce que je trouve ça me tente pas d'avoir du potinage de commentateurs politiques qui ont parlé à des députés sous le couvert de l'anonymat, puis il paraît qu'il va se dire ça, puis en tout cas, il paraît que les gens sont nerveux, puis je trouve que on est souvent là-dedans, puis ça serait le fun de prendre un pas de recul, puis d'élargir notre regard, parce qu'il y a un autre monde est possible. Puis je vous dis pas de détruire le capitalisme tout de suite, là, mais il y a sûrement un autre monde possible.
Fait que, encore une fois, c'est la balado qui va s'en occuper. Mais là, je fais appel à vous. Parce que vous lisez, vous écoutez des podcasts, vous écoutez des médias. J'aimerais ça inviter des gens qui vont nous donner un autre trame narrative. Ne serait-ce que sur le plan économique et sur le plan de l'analyse. Je suis certain que la communauté de la balado va être capable de faire émerger des voix. Puis qu'on va... On va offrir autre chose, un certain contrepoids. Alors, merci à cet auditeur pour m'avoir inspiré cette réflexion. On va terminer en musique. On va encore parler un peu de ce qui se passe aux États-Unis, malheureusement, mais juste pour dire comment c'est un peu ridicule ce qui se passe avec le comité de Elon Musk, qui clairement se sert de l'intelligence artificielle pour... entre autres, faire disparaître des fonctionnaires, on l'a bien vu, faire disparaître des programmes, et là, faire disparaître des photos. Parce qu'il joue beaucoup dans cette partie-là. C'est drôle parce qu'avant, on avait bien peur que les woke là, changent les mots puis travestissent les concepts. Puis là, on a une gang de républicains et de libertariens qui font exactement ça et qui font le ménage dans les archives, qui enlèvent toutes les mentions héroïques de militaires afro-descendants, de toute la culture queer, entre autres, les figures homosexuelles qui ont joué des rôles importants, militairement ou autrement. Bon. Et là, on a appris que les photos du bombardier qui a lancé la bombe atomique sur le Japon, l'avion s'appelait Enola Gay, et visiblement, on a rentré le mot gay dans l'algorithme pour enlever toute mention de l'homosexualité. Et là, on a enlevé ça. Puis Enola Gay, c'était en fait, l'avion s'appelle comme ça parce que c'est la mère de Paul Warfield Tibbets Jr. C'est un brigadier général, voilà, de l'armée américaine. Et c'était le capitaine du B-29 qui a transporté la bombe. Et c'est sa mère, dans le fond, qui s'appelait Enola Gay. Et Enola Gay, ça va être comme ça qu'on va finir la chanson. Puis c'est drôle parce que c'est un petit clin d'œil à la chanson de Even 17 que je vous ai mis la semaine dernière. On va encore parler d'un duo électro-pop anglais, c'est-à-dire OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, que vous avez, comme moi, sûrement, si vous avez un certain âge, découvert avec la chanson If You Leave dans la bande qui faisait partie de la bande sonore de Pretty in Pink. If you leave, don't leave now. Please don't take my heart away. Ça, c'était la chanson quand on se séparait à l'âge de 14 ans dans les années 80. Là, c'est la chanson qu'on faisait jouer pour que le couteau tourne encore plus dans notre plaie. Moi, je faisais ça, là, j'étais très mélodramatique quand j'étais au secondaire. Et c'est comme ça que j'ai découvert OMD, mais ils ont un passé un petit peu plus électro, je dirais expérimental, niché. Et ils ont fait paraître plusieurs albums au début des années 80. Début 80, le premier, c'est l'album éponyme. Après ça, il y a eu Organization en 1980, Architecture and Morality en 1981, Dazzle Ships en 83, Crush 85. Bon, puis à partir de là, ils prennent un tournant pop, mais avant ça, ils étaient vraiment dans l'électro. Ils expérimentaient avec les claviers. Et un de leurs premiers succès, je dirais pas grand succès à l'échelle nationale en Grande-Bretagne et ailleurs, mais quand même un succès d'estime qui les a mis un peu sur la carte, c'est la chanson Enola Gay. Et c'est celle-là. Et c'est une chanson évidemment anti-guerre. Alors c'est là-dessus qu'on va se quitter, puis je vais probablement vous mettre dans l'infolette une prestation d'OMD de cette époque-là à l'émission Old Grey Whistle Test, que vous connaissez peut-être, qui est une émission à la BBC où on présentait des prestations live, mais pas devant public, en studio, mais vraiment des prestations live de plein de groupes. Moi, j'étais tombé sur un coffret à la Grande Bibliothèque de cette émission-là anglaise qui a joué pendant longtemps, là, des années 70, 80, même jusqu'au début des années 90. Old Grey Whistle Test. Puis OMD y est allé, puis ils font une espèce de chanson qui s'appelle Dancing, vraiment étrange. C'est les débuts et l'expérimentation des synthétiseurs puis des claviers. Là, c'est quand même rigolo. Alors voilà, on va donc se quitter avec cette chanson Enola Gay de OMD. Hey, bonne semaine tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine.